Ce qu'on peut dire sur l'économie de la technologie, c'est qu'il y a une petite partie qui a été très impactée par le Covid, parce que lié au transport, au tourisme, au voyage, à l'événementiel, des sujets comme ça. Donc, des entreprises qui ont évidemment eu leur activité qui a été arrêtée ou très, très, très fortement ralentie. D'accord. Mais ça représente peut-être 5-10% de l'économie de la tech. D'accord. Et puis, vous avez une partie de la tech qui a été au contraire complètement boostée par le Covid, donc tout ce qui correspond à la logique de travail à distance, de télétravail, de travail collaboratif à distance, de e-learning, de cybersécurité. Enfin, tous ces sujets-là ont plutôt été boostés. Et D'accord. puis le reste des entreprises de type start-up, on va dire pour la plupart, n'ont pas été tellement touchées par la pandémie. Oui. Quelquefois, elles ont fait un peu moins bien que ce qu'elles avaient prévu en 2020, mais elles sont quand même sur des segments de croissance avec une demande croissante. Et la digitalisation est quand même un phénomène qui est accéléré D'accord. par le phénomène pandémique. D'accord. Et comment se passe votre portefeuille d'investissement? Vous avez beaucoup de faillites? Bah, ce que je viens de vous dire, c'est à peu près la description de la situation. Et en gros, la meilleure façon de le résumer, c'est qu'on a une quarantaine d'entreprises dans le portefeuille Oui. et qu'on a eu un seul refinancement un petit peu urgent, défensif à faire sur 40 entreprises. Oui. Donc, bon, ça montre que globalement, les dégâts sont pas si importants que ça. La plupart des boîtes ont pris leur prêt garanti par l'État pour se donner un coussin de sécurité. Et on a eu un seul cas où on s'est dit, bon voilà, il faut remettre de l'argent, sinon on va être dans une situation Catastrophique. difficile. Et avec nos associés VC, on remis de l'argent dans une seule boîte sur 40. Donc, oui, c'est pas, C'est pas... enfin, je veux dire, de façon défensive. Hein. Donc, c'est D'ac- vraiment très peu. D'accord. Alors, vous avez défendu longtemps la stabilité fiscale de la France. Est-ce que grâce au Covid, on évolue dans le bon sens selon vous? Ah, ça, c'est très dur de répondre à la question. Pour l'instant, le président ou le gouvernement disent qu'il n'y a pas d'impact Covid sur les impôts. Oui. Ce qui est certain, c'est que la pandémie, elle a eu un impact sur l'endettement du pays. Oui. Et à un moment donné, cette dette, il faudra la payer. Donc, peut-être que ça sera dur en impôts. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de corrélation. Oui. Maintenant, un pays qui a beaucoup de dettes, par définition, il prélève plus d'impôts qu'un pays qui n'en a pas. Donc, Pourtant, on est Macron quand nous dit même qu'il n'y aura pas passé. de, il y aura pas d'impôts, il n'y aura pas de. Oui, il n'y en aura sûrement pas avant la fin du quinquennat, ça c'est sûr, c'est Ça, c'est certain. vrai. Oui. Maintenant, le prochain quinquennat, je ne sais pas, et puis on ne sait pas qui sera président. Donc, mais il y aura la dette, elle sera là par contre au début du quinquennat. Il y a d'abord de moins en moins de différences. S'il y avait des gros handicaps en France à une époque, notamment sur la fiscalité de l'investisseur ou sur ne serait-ce que la disponibilité de l'argent pour les entrepreneurs. D'accord. Tout simplement parce que les investisseurs n'étaient pas motivés, soit parce qu'ils étaient trop taxés, soit parce qu'ils n'avaient pas envie de prendre de risques. Ces différences-là, on commence à s'estomper. En tout cas, on Oui. ne peut pas dire que la France est un pays sous-financé. Aujourd'hui, les fonds du monde entier veulent financer des boîtes françaises et le montant levé par les boîtes françaises progresse d'année en année. Oui. On a d'ailleurs été un des rares pays à vraiment progresser en 2020, alors que quelques pays ont connu plutôt un recul. D'accord. Donc voilà. Donc on peut pas dire que les handicaps structurels historiques de la France en font un pays moins favorable que d'autres. Ce qui est certain, c'est que dans le marché de la tech, et je reviens sur la tech que je connais, Oui. les grosses plaques sont des gros avantages. Donc, les acteurs américains ou les acteurs chinois ont la chance d'avoir un marché initial très homogène et très gros. Ce qui n'est pas le cas des Européens qui ont des marchés initiaux qui sont le marché français. Et puis après, il faut faire quasiment une adaptation, une localisation pour chaque pays et avec le risque de ne pas arriver à aller en Allemagne, de ne pas arriver en Espagne, etc., etc. Donc, les Américains et les Chinois ont l'avantage d'avoir des marchés devant eux. Alors, pour les Chinois, de plus d'1 milliard d'habitants, pour les Américains, de près de 300 400 millions. millions d'habitants, 400, oui. mais des marchés très, très homogènes qu'on peut capturer d'un coup et qui fait que si je suis le leader chinois ou si je suis le leader américain, je ne suis pas loin d'être leader mondial. D'accord. Le winner Si je suis take leader all. français, oui, Winner puis take surtout all. avec des marchés, encore une fois, des marchés homogènes. C'est ça un des gros
handicap de l'Europe, c'est que le marché n'est pas homogène. C'est pas la même monnaie, c'est pas les mêmes langues, c'est pas la même culture. Oui, Il y a on a un marché unique sur le fond, enfin formellement. d'accord. Et dans la réalité, c'est un marché qui n'est pas homogène. Donc c'est vraiment un handicap pour les entreprises européennes. Oui. Voilà, donc on pourrait dire que le modèle idéal, c'est sans doute de développer l'engineering en France et de vendre aux États-Unis. Quand j'ai rencontré Internet, si je peux dire comme ça, Oui. c'était en 94 ou 95, et puis j'ai eu un espèce de coup de foudre et je me suis dit, il se passe quelque chose. Et c'était par curiosité pure. Et puis Oui. finalement, ça a changé un peu ma vie, puisque je suis parti aux États-Unis en 96 à cause de ça, et puis je suis devenu investisseur en 99 à cause de ça, Oui. etc. etc. Donc mon métier a changé parce que j'ai été curieux en 95. 95, d'accord. Et donc voilà, donc je pense que le grand conseil, c'est d'être curieux, d'être ouvert et de se dire que ce qui est nouveau, c'est peut-être bien, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce qui est nouveau, ils le regardent avec méfiance. D'accord. Ce qui est nouveau, en général, il ne faut pas le regarder avec méfiance. Il ne faut pas le regarder que avec méfiance, en tout cas. D'accord. Mais le fait d'être parti aux États-Unis, ça a changé qui vous êtes ou le fait, même si vous étiez resté en Ouais, France, oui, oui. vous serez toujours Non, un investisseur? je pense que j'ai vraiment pris conscience de l'immense différence culturelle qui existe entre les États-Unis et l'Europe continentale. Oui. J'ai pris conscience des choses qui étaient bien aux États-Unis et des choses qui n'étaient pas bien aux États-Unis. Ça m'a ouvert les yeux clairement sur une façon de concevoir le monde. Les Américains ont un rapport au temps qui est très particulier, sont très impatients. D'accord. Ils ont une croyance dans l'avenir et un optimisme bien plus fort que les Européens. Et c'est l'American Dream qui continue à exister. Tout D'accord. ça, c'est très bien. Il y a aussi des faiblesses. C'est une société qui est très superficielle dans sa relation sociale. Bon, voilà. Mais donc, clairement, ça m'a ouvert les yeux de vivre 3 ans aux États-Unis. Ouais.